Bienvenue aux stagiaires en formation titre pro façadier ITiste. Aujourd'hui, on plonge dans un document qui peut sembler un peu austère de prime abord, mais qui est en réalité la bible de tout bon professionnel de la façade, la norme NF-DTU 42.1. On va la décortiquer ensemble, la rendre claire, concrète et surtout ultra utile sur le terrain. Absolument. L'idée, ce n'est pas de lire un manuel, mais vraiment de donner les clés pour comprendre la logique derrière chaque règle. Mettons-nous en situation. On arrive devant un immeuble des années 70, la façade est en béton un peu terne. Oui. L'enduit farine un peu quand on passe la main, et on voit quelques fissures. Notre mission, lui redonner, disons, 20 ans de vie. Eh bien, ce DTU, c'est notre feuille de route pour y arriver sans se tromper. J'adore l'idée. Une feuille de route, c'est exactement ça. Alors, par où on commence? Première étape, comprendre la carte, j'imagine. C'est quoi exactement ce fameux DTU 42.1? Alors, son nom complet, c'est Travaux de bâtiment, réfection de façade en service par revêtement d'imperméabilité à base de polymère. Bon, en gros, c'est le livre de règles officiel et contractuel. Et comme la plupart des DTU, il est assez malin. Il est structuré en 3 grandes parties qui suivent la logique d'un chantier. 3 parties, d'accord. Lesquelles? D'abord, il y a la partie 1.1, qu'on appelle le CCT, pour cahier des clauses techniques. Ça, c'est le cœur du réacteur, le vrai mode d'emploi. Comment on prépare le support, comment on traite les fissures, comment on applique le produit. Tout est là-dedans. Ok, donc ça c'est le livre de chevet à avoir sur le chantier. C'est ça, exactement. Ensuite, on a la partie 1.2, le CGM, critères généraux de choix des matériaux. Celui-là, il aide à choisir le bon produit. En fonction de l'état de la façade qu'on a diagnostiqué, il nous dit, pour ce problème, il vous faut ce type de solution. C'est un guide de sélection, en fait. D'accord. Et enfin, la partie 2, le CCS, le cahier des clauses spéciales. Ça, c'est la partie plus administrative, disons, le contrat de jeu entre l'entreprise et son client, le maître d'ouvrage. Ah, d'accord. Ce qui est livré, les limites de la prestation, ce genre de choses. Tout à fait. Mais sur un chantier au quotidien, est-ce qu'on jongle vraiment avec les 3 ou est-ce que, 90% du temps, on a le nez plongé uniquement dans le mode d'emploi, le CCT? C'est une excellente question. 90% du temps, sur l'échafaudage, c'est le CCT qui fait foi. Mais le CGM, on l'aura utilisé en amont pour faire le devis et commander les bons produits. Et le CCS, c'est un peu le filet de sécurité en cas de litige. Les 3 sont liés. Je vois. Par contre, il faut savoir où ce DTU s'applique. Il ne couvre pas tout. Ah, voilà un point crucial. Quelles sont ses limites? On ne peut pas l'utiliser n'importe où. Non. Il couvre la plupart des façades verticales en béton, en maçonnerie enduite, même sous les tropiques. Mais attention aux exclusions. Il ne s'applique pas si on fait une peinture purement décorative, sans fonction d'imperméabilité. D'accord. Il est aussi exclu pour les surfaces inclinées à plus de 10 degrés. Un appui de fenêtre très incliné, par exemple, ça ne rentre pas dedans. Et bien sûr, il ne concerne pas les sols des balcons ou des loggias. Là, on est sur d'autres règles, celles de l'étanchéité. C'est une précision capitale pour ne pas se tromper de référentiel. Bon, notre feuille de route est claire. Revenons à notre immeuble des années 70. On est au pied du mur. La première chose que le DTU nous demande de faire, ce n'est pas de sortir le nettoyeur haute pression, Non. mais de sortir le calepin et d'observer. Le fameux diagnostic. C'est l'étape la plus sous-estimée et pourtant c'est la plus critique. Le chapitre 4 du CCT insiste là-dessus. Il faut apprendre à lire la façade. Et pour ça, on doit tous parler le même langage. Le DTU définit donc très précisément les défauts. Prenez les fissures par exemple. On ne dit pas juste « il y a une fissure ». Il faut être plus précise, comme une médecin qui pose un diagnostic. Exactement. Tout en bas de l'échelle, il y a le faïençage. C'est un réseau de fissures très très fines qui ne touchent que la peau de l'enduit. Un peu comme une toile d'araignée très fine sur la surface, c'est ça? C'est purement esthétique à ce stade. C'est l'image parfaite, c'est superficiel. Un cran au-dessus, on trouve les micro-fissures. Là, leur largeur est inférieure à 0,2 mm. Ce qui est minuscule, il faut presque une loupe pour les voir et être sûr. C'est déjà plus sérieux. Un peu plus, oui. Car l'eau peut commencer à s'infiltrer par capillarité. Mais le vrai champ de bataille de notre DTU, il commence avec ce qu'on appelle les fissures. Celles qui font entre 0,2 et 2 mm de large. D'accord. C'est vraiment pour elles que les systèmes d'imperméabilité ont été créés. Et au-delà de 2 mm au-delà de 2 mm, on change de dimension. On parle de lézardes ou de crevasses. Là, le problème est bien plus grave, car la fissure traverse souvent toute l'épaisseur du mur. Ce n'est plus un problème de peau, mais de structure. Je comprends.
Donc un mauvais diagnostic sur la largeur d'une fissure et on risque de proposer une solution complètement inadaptée? C'est exactement ça. Et le diagnostic ne s'arrête pas au support, hein. Il faut aussi analyser l'ancien vêtement, la peinture ou le revêtement qui est déjà en place. On ne peut pas juste repeindre par-dessus aveuglement. J'imagine qu'on cherche à savoir s'il est encore bien accroché? Oui, on va observer des phénomènes comme le farinage. Vous savez, on passe la main sur le mur et on a de la poudre blanche sur les doigts. Ah oui? C'est le signe que le liant de l'ancienne peinture est cuit par les UV, il n'a plus de cohésion. On regarde aussi s'il y a du cloquage ou du pelage, des décollements évidents. Et comment on tranche? Comment on sait si on peut garder cet ancien revêtement? Alors, l'annexe A du DTU décrit tout un protocole d'enquête. On fait des tests, comme le fameux test d'adhérence par quadrillage. Ah oui, j'en ai déjà vu faire. Ça ressemble un peu à un jeu de morpion qu'on dessine au cutter sur le mur. Mais les enjeux sont bien plus sérieux. C'est un peu ça, on colle un adhésif dessus, on arrache, et on regarde ce qui vient avec. Si la peinture se décolle comme un sticker, c'est que l'adhérence est nulle. Le décapage sera obligatoire. Logique. Tout le travail qu'on fera par-dessus ne servira à rien, il se décollera avec l'ancienne couche. Il y a d'ailleurs une règle d'or à retenir, si l'épaisseur du film existant dépasse 300 micromètres, Ce qui représente quoi, en pratique? plusieurs couches de peinture bien épaisses. Oui, on peut dire ça. À plus de 300 microns, le DTU est formel. Le décapage est quasiment systématique. On considère que cette épaisseur crée trop de tension et de risques. Donc ce diagnostic, c'est une vraie autopsie de l'ancienne façade. Une fois qu'on a ce rapport complet, j'imagine que la phase de préparation est tout aussi chirurgicale. C'est le mot juste. On peut mettre le meilleur produit du monde, si le support est mal préparé, c'est un échec garanti. Le chapitre 7 du CCTC est intraitable là-dessus. Ça commence toujours par un nettoyage général pour enlever la pollution, les poussières et surtout les micro-organismes, algues, mousse. Et ensuite, on s'attaque aux fissures qu'on a si soigneusement mesurées. En effet, pour une fissure entre 1 et 2 mm, on ne se contente pas de la mastiquer. On doit d'abord l'ouvrir. Attendez, ouvrir une fissure, ça semble complètement contre-intuitif pour une débutante. On n'aggrave pas le problème en faisant ça. Quelle est la logique? C'est la question que tout le monde se pose au début. La logique est simple. En l'ouvrant avec une petite meuleuse, pour lui donner une forme en V ou en U, on crée une surface d'accroche suffisante pour que le mastic puisse travailler. D'accord. Si on se contente de beurrer en surface, le mastic n'a aucune prise et la fissure réapparaîtra à la première dilatation. Donc on ouvre, on nettoie, on dépoussière et ensuite seulement on rebouche. Et pour nos fameuses lézardes de plus de 2 mm, j'imagine qu'on ne fait pas que les ouvrir un peu plus. Non, là on change de technique. On ne cherche plus à la bloquer. On la transforme en un joint de dilatation contrôlé. On l'ouvre proprement, on place un fond de joint en mousse au fond pour éviter que le mastic ne colle sur 3 faces et on remplit avec un mastic très souple. Le but est de laisser la structure bouger en fait. Exactement, sans que le revêtement ne se déchire. C'est très clair. Un autre cas classique sur notre immeuble des années 70, c'est le béton qui a éclaté à cause de la rouille des armatures en acier. Là, on touche à du sérieux. Très sérieux. Et la réparation de ce béton, c'est une véritable opération à cœur ouvert. L'annexe B du DTU la détaille. Le piège classique, c'est de vouloir aller trop vite. On pique tout ce qui ne tient plus, on met l'acier à nu. Oui, Et là, il faut brosser cet acier jusqu'à enlever toute la rouille. Ensuite, étape cruciale, on applique un produit passivant, un primaire anti-corrosion. et du temps. C'est la catastrophe assurée. Un pro qui se contente de brosser la rouille en surface sans la traiter chimiquement, c'est comme un chirurgien qui laisse une infection en place. Ça aura l'air bien pendant 6 mois, peut-être 1 an, puis la rouille va regonfler et tout fera éclater à nouveau. D'accord. La norme n'est pas là pour compliquer la vie, elle est là pour éviter de devoir revenir sur le chantier 2 ans plus tard. Gratuitement, en plus. Voilà. Le support est maintenant propre, sain, réparé. Il est prêt à recevoir son nouveau costume. Comment on le choisit, ce costume? C'est là qu'on ouvre la deuxième partie de notre DTU, le CGM. C'est très logique. Le choix du système dépend directement de la taille maximale des fissures que l'on a diagnostiquées. Le DTU classe les systèmes en 4 catégories, de I1 à I4. Le I veut dire imperméabilité. Ok. La classe I1, c'est la plus légère. Elle est faite pour le faïençage et les micro-fissures. La classe I2 traite les fissures jusqu'à 0,5 mm. La classe I3 va jusqu'à 1 mm. Et enfin, la classe I4. C'est la Rolls-Royce des systèmes. Elle est conçue pour les fissures jusqu'à 2 mm. Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette classe I4?
Elle intègre obligatoirement une armature, un treillis en fibre de verre, qui est noyé entre deux couches de produit. Cette armature lui donne une résistance mécanique et une capacité à ponter les fissures qui est bien supérieure. Le choix semble donc purement technique. On mesure la fissure et ça nous donne la classe à appliquer. En théorie, oui, mais en pratique, c'est aussi un choix financier. Un système I4 est bien plus cher à appliquer qu'un I1. Le piège, c'est un client qui pourrait pousser pour un système I2 pour économiser de l'argent, alors que votre diagnostic a révélé des fissures de 0,8 mm. Et là, c'est une faute professionnelle. Exactement. Acceptez de faire ça, ça se retournera contre vous. La norme vous protège. Si la fissure fait 0,8 mm, c'est I3 minimum. Point. Le DTU est donc aussi un argumentaire technique face au client. D'accord, le choix est fait. Pour la mise en œuvre, quels sont les pièges à éviter? Le chapitre 8 du CCT est notre guide. Le premier ennemi, c'est la météo. On n'applique pas ces produits s'il fait moins de 5 degrés Celsius ou plus de 35 degrés Celsius au soleil. L'humidité de l'air, l'hygrométrie, doit aussi être inférieure à 80%. Sinon, le film de peinture ne séchera pas correctement. C'est le b.a.-ba, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et techniquement, sur le mur lui-même, où sont les points de vigilance? Le point crucial, là où se joue 80% de la réussite d'une étanchéité, ce sont les points singuliers. Ce sont toutes les interruptions, les jonctions avec les fenêtres, les balcons, les angles. Et le point le plus critique de tous, le champion des sinistres, c'est l'acrotère. L'acrotère, ce petit muret en haut des toits-terrasses, pourquoi est-il si problématique? Parce que c'est le point de rencontre entre l'étanchéité horizontale du toit et l'imperméabilité verticale de la façade. Si la jonction est mal faite, l'eau qui stagne sur le toit ou qui ruisselle va s'infiltrer derrière votre beau revêtement tout neuf. Et tout faire décoller par le haut. Voilà. Pour un acrotère, le DTU est très clair. Le revêtement de façade doit remonter et être parfaitement raccordé à l'étanchéité de la toiture. Et cette zone doit systématiquement être renforcée avec une armature, donc un système de classe I4, même si le reste de la façade est traité en I2. C'est non négociable. C'est une excellente garantie. Le chantier est terminé, l'échafaudage est démonté. Comment on s'assure que le travail est bien fait et surtout qu'il va durer? C'est le dernier acte, la réception des travaux, décrite au chapitre 9. Pour juger de l'aspect, on ne le fait pas le nez sur le mur. Le contrôle se fait à une distance de 5 mètres. On ne doit pas voir de traces de reprise, de différence de couleur. D'accord. On compare l'ensemble du travail à une surface témoin, qui a été validée par le client au début du chantier. Et au-delà de l'aspect, on vérifie la technique. Bien sûr, on doit s'assurer que l'épaisseur du film sec appliqué correspond bien aux préconisations. Et on peut refaire des tests d'adhérence pour prouver que le nouveau système est parfaitement ancré. Et la fameuse question du client. Ça va tenir combien de temps? Que répond le DTU? Le DTU, dans son annexe C, donne une indication précieuse. La durée de vie attendue d'un système d'imperméabilité correctement appliqué et entretenu est d'au moins 10 ans. Le mot important ici est entretenu. Exactement. Le travail de l'entreprise est de livrer un ouvrage conforme. Mais la longévité dépendra aussi de l'entretien que le propriétaire réalisera. C'est un partenariat. Parfait. Si on devait résumer notre feuille de route, la méthode du DTU 42.1 est donc implacable. 1. Un diagnostic d'expert pour lire la façade. 2. Une préparation chirurgicale. 3. Le choix du bon système, de I1 à I4. Et 4. Une application dans les règles de l'art, avec une obsession pour les points singuliers, comme l'acrotère. C'est la recette du succès, ce qui soulève une question intéressante pour l'avenir. Ce DTU, il date de 2007. Avec le changement climatique, les chocs thermiques plus violents, les pluies plus intenses, les exigences de performance et de durabilité ne vont que cesser d'augmenter. Comment les futurs systèmes répondront-ils à ces nouveaux défis? C'est un point à méditer. Pour réaliser ce document, nous avons utilisé le site Keox qui présente la réglementation, les normes ainsi que leur décryptage pour bien construire. Copyright BTP CFA Picardie.